L'océan peut être dangereux. Autour de Tresco, dans les îles Scilly, les courants sont particulièrement imprévisibles. On sait que le soir du 12 septembre, c'était la nouvelle lune. Il faisait donc très sombre, le noir total. Le vent avait forci, passant de 0 à force 5 ou 6 en très peu de temps. Et la mer était forte. On sait aussi que Josh s'est rendu à une fête organisée dans ce qu'ils appelaient le hangar. Il a bu quelques verres, comme tous les jeunes, en soirée. Puis il est reparti, mais pour une raison mystérieuse, il n'est jamais arrivé à son bungalow. Plusieurs jours après sa disparition, son corps a été découvert sur une plage. Pourquoi s'est-il dirigé vers la côte compte tenu des conditions météo? Comment s'est-il retrouvé dans l'eau? Est-ce un accident? Un suicide? Mais surtout, une autre personne est-elle impliquée? Un corps a été retrouvé cette nuit au nord de Tresco, dans les îles Scilly. Cette découverte fait suite à la disparition il y a 10 jours de Josh Clayton, 23 ans, sur la petite île privée. À 18 h hier soir, un navigateur français a repéré un corps sur des rochers sur l'île inhabitée de Tillon. J'ai demandé ce qu'il allait se passer. On m'a répondu, on va faire une autopsie pour déterminer les causes de la mort. L'enquêteur principal m'a dit que l'affaire serait confiée au coroner et qu'une autopsie aurait lieu dans les 48 heures. La police et le bureau du coroner ont discuté pour savoir à quel type d'autopsie procéder sur Josh. Scientifique ou médico-légal. Pour une raison que j'ignore, ils ont opté pour une autopsie scientifique à l'hôpital. Josh a donc été transporté de l'hôpital de Treliske à Truro à celui de Derryford à Plymouth pour une autopsie. Mais là, le médecin légiste n'a pas voulu la faire sous prétexte qu'on ignorait comment le corps s'était retrouvé dans l'eau. On l'a renvoyé à Treliske. La semaine d'après, on nous a dit « On s'occupe d'autres personnes, puis on revient vers vous ». On devait le faire transporter à Exeter, mais le médecin a refusé. Le corps de Josh a été trimballé d'hôpital en hôpital parce que les légistes des hôpitaux refusaient de procéder à une autopsie scientifique, arguant qu'il fallait faire une autopsie médico-légale. Mais ce n'était pas ce que le coroner demandait. À chaque fois, le corps était examiné, remis dans la housse mortuaire et transporté à la morgue, puis ressorti de la morgue et transféré dans un autre hôpital.
J'ai étudié une grande partie des documents se rapportant à cette affaire. Et certains éléments de l'enquête de police et de l'enquête médicale m'ont laissé sans voix. Ce n'est pas normal de découvrir le corps d'un jeune homme dans la mer, tout près du Nil, plusieurs jours après sa disparition. Pourtant, on a considéré que son décès ne relevait pas de la médecine légale. C'est inacceptable sur le plan professionnel. Les responsables de l'enquête ont demandé à plusieurs médecins d'effectuer un examen simplement médical. Tous ces professionnels ont refusé. Ils ont refusé parce que la victime pouvait avoir consommé des stupéfiants et qu'elle avait été retrouvée en mer. Mais au lieu d'écouter l'avis de ces spécialistes, les responsables ont continué à réclamer une simple autopsie scientifique. Le corps de Josh a fait au moins 3 allers-retours. 2 autres légistes ont été contactés et ont refusé de procéder à une autopsie scientifique. Finalement, les responsables ont compris que l'enquête n'avancerait pas tant qu'il n'y aurait pas eu d'autopsie médico-légale. Ce n'est qu'au bout de 15 jours et des centaines de kilomètres parcourus que des légistes ont effectué un examen médico-légal du corps de Josh. Un tel retard est extrêmement rare. Pour autant que je sache, ça ne s'est même jamais produit. Un corps qui a passé une période prolongée dans l'eau est dans un état de décomposition très avancé. Alors le moindre report peut entraîner la détérioration de nombreux indices. Ça ne peut qu'être préjudiciable à la victime, en l'occurrence Josh, mais aussi au légiste qui va chercher à établir les causes de la mort. Le médecin qui a examiné le corps de Josh a déterminé qu'il n'y avait aucune trace de lésion ni de commotion cérébrale. Néanmoins, il a reconnu qu'il ne pouvait pas en être certain, parce qu'après tout ce temps, les signes avaient tout simplement disparu. J'ai demandé à récupérer tout ce qu'il avait sur lui. J'en avais besoin. Mais la police a décidé de faire incinérer ses vêtements. Ils auraient dû demander l'autorisation de les détruire à ma mère. J'ai appris qu'il y avait du sang sur le dos de son t-shirt. Il n'a pas été analysé alors que ça aurait permis d'incriminer ou de disculper quelqu'un. On m'a dit, c'était le sang de Josh. J'ai dit, vous avez vérifié? Non. Alors pourquoi brûler le t-shirt? Pour la police, il n'y avait pas eu de crime. Par conséquent, les vêtements n'avaient aucune valeur. C'est incompréhensible. Aucune trace de stupéfiant n'a été détectée dans son organisme. Ça n'a pas plu à la police, qui a exigé un nouvel examen toxicologique pour tenter de trouver des traces de drogue de synthèse. L'autopsie médico-légale ne servait donc qu'à confirmer leur version des faits, plutôt qu'à permettre d'examiner le corps en gardant l'esprit ouvert.
Ça me paraît incompréhensible. Une fois l'autopsie terminée, quand le médecin légiste a déclaré « Je n'ai trouvé aucune cause évidente du décès », que personne ne se soit posé de questions, que personne n'ait pensé que cette mort pouvait être suspecte. Ça pose problème. Il y a eu un incident, une dispute. Je l'ai entendu hurler comme un malade qu'il en avait marre. D'après l'avocat qui représente la police du Devon et des Cornouailles, toutes les personnes présentes cette nuit-là ont été interrogées. Mais personne d'autre n'a évoqué cette dispute. Prévenu que cette information n'avait jamais été communiquée à la police, le coroner a suspendu l'enquête. Je ne connais pas Josh, je ne me rappelle pas l'avoir rencontré. Je n'ai été témoin d'aucun problème quand je suis parti. Quand il s'est levé pour partir, l'inspectrice et moi, on s'est dit « Il faut qu'on lui parle avant qu'il ne fiche le camp ». On l'a suivi hors de la salle d'audience et on s'est installé dans une antichambre où on l'a interrogé à une table comme celle-ci. Pourquoi n'avez-vous rien dit jusqu'à aujourd'hui? Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas voulu raconter ce dont j'avais été témoin derrière le hangar. Je n'ai rien dit, pas même à la police. Je n'avais pas envie de faire porter à d'autres ce fardeau à propos de ce qu'il avait dit. Qu'il allait se suicider? Que pensez-vous de lui? Oh, un type à l'existence désordonnée. Il semblait avoir du mal à discerner la fiction de la réalité. Pensez-vous que Josh aurait pu se suicider? Non. Il avait 23 ans, des projets d'avenir, et rien n'indiquait qu'il pouvait avoir des pulsions suicidaires. Je n'ai jamais envisagé qu'il ait pu mettre fin à ses jours. Pas une seconde. Sachant dans quel état d'esprit il était à l'époque, et connaissant ses projets, ça ne tient pas debout. On était les rois du monde. Et il serait allé se noyer après avoir fait la fête avec ses copains, alors que son petit ami venait le voir la semaine suivante et qu'il avait un entretien pour un boulot au Japon. Tout allait bien pour Josh. Il n'aurait pas... C'est absurde. Dans mon métier, il est malheureusement fréquent de participer à des affaires judiciaires, ainsi qu'à des enquêtes policières. Très souvent, on est chargé d'expliquer ce qui a pu se passer quand quelqu'un meurt sur une plage. Les données océanographiques confirment que Josh s'est retrouvé dans l'eau pas très loin de l'endroit où il est parti de la fête. Comment est-il arrivé là? C'est tout le problème. Son corps a été découvert tout habillé, avec son sac à dos.
Par conséquent, s'est-il suicidé? Quand on examine la plupart de ce genre d'affaires, et j'en ai vu un certain nombre, on constate que les personnes abandonnent leurs sacs et leurs affaires sur le bord, contrairement à ce qu'il s'est passé pour Josh. Sa mort ne colle pas vraiment avec un suicide. La mobilisation et l'engagement de la famille pour obtenir des réponses ont mis tout le monde au pied du mur. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'elle ne laisserait jamais tomber. Les policiers lui demandent une simple déclaration. Et voilà qu'il leur sert une version nouvelle des événements. Il aurait fallu l'interroger. Ça aurait permis d'essayer de le faire craquer, de savoir pourquoi il se contredisait. À 2 reprises, j'ai parlé de ce type à la police. Il était venu me voir au pub. Les flics ne me lâchent pas. Ils n'arrêtent pas de me poser des questions sur la teuf. J'ai l'impression qu'ils me croient coupable. Il a ajouté « Je leur ai seulement dit que Josh s'était engueulé avec des Polonais. Tu t'en souviens, non ?» J'ai répondu « Personne ne m'a jamais raconté ça. C'est la première fois que j'en entends parler. Ça me paraît super important. » On n'a jamais retrouvé ces types d'Europe de l'Est. Je ne sais pas. J'ai épluché les déclarations de toutes les personnes interrogées. Toutes ont dit que le seul qui avait causé des problèmes pendant la fête, c'était lui. Personne d'autre. Pour moi, c'était évident. Quand le fils du patron donne une fête pour le personnel, il est de sa responsabilité de veiller à la sécurité de tous ces gens. Elle lui incombe. Ça aurait pu être fait bien plus rapidement. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas été le cas. Ça aurait été pratique. Voilà la dernière phrase de la note de l'inspecteur au coroner. Le personnel sur l'île, M. Dorian Smith et son équipe administrative, ont fait preuve d'une grande coopération tout au long de l'opération. Ils ne sont même pas venus voir la famille. Il était trop tard pour que ces examens aient la moindre valeur. Josh était mort depuis plusieurs années. Pourquoi? Il voulait s'offrir des vacances?
Ils l'ont fait uniquement pour pouvoir cocher la case et dire « on a enquêté sur les lieux », ce qui ne servait à rien. J'imagine les techniciens de la police scientifique. Qu'est-ce qu'on fiche ici, 2 ans trop tard? Les enquêteurs sont venus nous voir, chez ma mère. Il y avait l'inspecteur en chef de la police du Devon et des Cornouailles et les officiers de liaison familiale. Il nous a fait asseoir et nous a annoncé « Nous allons clore l'enquête ». L'employé du domaine n'est pas le coupable. Pardon, n'est pas un criminel pour la simple raison qu'il fabule. C'est un menteur. Super. Apparemment, les criminels ne mentent pas. Ils n'ont pas été fichus de nous expliquer clairement pourquoi il n'était pas suspect. Il ne l'est pas, c'est tout. Parce que... Je voulais les croire. Je voulais avoir confiance en eux et croire qu'ils allaient enquêter correctement. Mais avec le recul, je suis très en colère. J'ai été naïve et stupide. Je déteste plus la police que le responsable de la mort de mon frère. Je la méprise. À l'époque, la seule vision d'un véhicule de police ou d'un uniforme déclenchait une énorme crise d'angoisse chez moi. Si je roulais tranquillement et que j'apercevais une voiture de flic, immédiatement, ça me prenait. Ne mourrez pas dans le Devon et les Cornouailles. Deux ans après la découverte du corps de Josh, la police du Devon et des Cornouailles a demandé à la police du Dorset de procéder à un réexamen des faits. La famille était profondément indignée de ne pas avoir obtenu de réponse sur un certain nombre de points. C'est certainement pour ça qu'on a jugé nécessaire de reconsidérer tout le travail effectué par les premiers enquêteurs. Le compte-rendu a indiqué que mon équipe et moi-même avions agi très vite et que l'affaire était trop lourde pour les ressources en personnel sur les îles Scilly. Autrement dit, on aurait dû faire appel à un expert. On est très inquiet depuis qu'on a été prévenu. J'étais un simple subalterne. Un sergent n'est pas très haut dans la hiérarchie. Cette affaire sensible aurait dû être confiée à un officier nettement plus gradé qui aurait pris le commandement des opérations, au moins un inspecteur. Mais ça n'a pas été le cas. Sinon, je ne serais sûrement pas en train de vous parler aujourd'hui. C'est une façon à droite de dire que vous avez servi de fusible. Oui. Un tabloïd a sorti un article très dur sur moi, qui me présentait comme celui qui dirigeait tout.
Mais le compte-rendu du Dorset explique justement que je ne dirigeais pas cette opération. D'après les directives nationales, un officier de liaison familiale devrait intervenir dans le cas d'un drame inexpliqué, violent ou grave. Ça n'a pas été le cas. Je n'étais ni inspecteur, ni officier de liaison, et pourtant, j'ai fait le job. La famille avait besoin d'un soutien bien plus sérieux. Si j'avais eu les compétences et que j'avais été conseillé, je ne crois pas que j'aurais déçu la famille comme je l'ai fait. Les relations avec la famille se sont dégradées quand elle s'est rendue compte que je n'avais pas les réponses qu'elle cherchait. On nous faisait presque des reproches. Ce qui est la chose la plus terrible que j'ai jamais vécue. La dernière fois que j'ai été en contact avec eux, c'est quand j'ai expliqué que je devais aller de l'avant, que faire des conjectures sur ce qui s'était passé n'était pas sain. Voir qui que ce soit dans cet état, c'est vraiment horrible. Je leur souhaite de trouver la paix. C'est tout. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qu'il s'est passé. La police n'a jamais enquêté sur cet homme, alors qu'il était un suspect crédible. À son comportement pendant l'investigation, on savait qu'il avait quelque chose à cacher. Il avait des choses à se reprocher. Il aurait dû être interrogé dans les règles. Je l'ai donc contacté. Ma mère lui a envoyé des textos. Je lui ai envoyé un SMS. Vous vous souvenez de Josh? Il a répondu? Oui. Oui. J'ai fait comme si je ne soupçonnais rien. Je voulais qu'il me dise de lui-même ce qu'il savait. Je voulais qu'il admette qu'il savait ce qu'il était arrivé à mon fils. Aucune mère n'a envie de communiquer avec l'homme qu'elle pense être impliqué dans la mort de son fils. Je n'aurais pas dû être obligée de le faire.
La police aurait dû faire son boulot, enquêter sur lui méthodiquement au bon moment. Mais on a été contraints de chercher des réponses par nous-mêmes. Tresco est une toute petite île. Il est tout à fait possible de s'y déplacer à pied. Pour quelle raison Josh s'est-il dirigé vers la côte? Y a-t-on forcé? L'a-t-il fait de son plein gré? On pense que pour rentrer chez lui, il aurait pu suivre cette direction et prendre le sentier qui passe là. Ça aurait été le chemin le plus pratique. Mais la nuit où Josh a disparu, il pleuvait très fort et le vent avait forci. À tel point qu'au petit matin, il y avait des rafales à 35 km/h. Passer sous les arbres ne devait pas être très agréable. Il ne faut pas oublier non plus qu'en plus des nuages, c'était la nouvelle lune. On ne voyait absolument rien. C'était une nuit à ne pas mettre le nez dehors. Alors, que faire? Peut-être s'est-il dit, puisque c'est ça, je vais descendre et longer la côte. D'ailleurs, j'aurais probablement fait la même chose. Impossible de se perdre. On ne peut aller que dans une seule direction, et en suivant la côte, on arrive à l'endroit où il habitait. Mais c'était la période des marées de vives eaux, d'une très grande amplitude, et de l'équinoxe d'automne, ce qui génère les marées les plus fortes de l'année. De ce fait, la côte était plus dangereuse que d'habitude. À l'extrémité de la première anse, il y a un promontoire rocheux. Josh l'aurait certainement escaladé sans problème s'il avait fait jour. Mais en pleine nuit, avec les vagues qui s'écrasent sur les rochers, c'est très risqué. Malgré tout, peut-être a-t-il pensé qu'il pouvait passer. Après tout, notre jugement peut être altéré sans qu'on soit forcément ivre-mort. On peut avoir un élan de courage et se dire « je vais y arriver, pas de problème ». Surtout quand on est jeune, sûr de soi et qu'on a l'habitude de nager en mer. Mais c'est le scénario le plus dangereux. Il est donc possible, très possible, qu'il ait glissé et soit tombé à l'eau. Or, une mer à 14,5 degrés ou 15 degrés est tellement froide qu'on a la respiration coupée quand on se retrouve à l'eau accidentellement. C'est là que les gros ennuis commencent. Dans ce genre de situation, on panique et on se noie très rapidement. À mon avis, c'est un scénario possible. Face à un tel drame, les familles veulent forcément savoir ce qu'il s'est passé. Celle de Joshua veut comprendre ce qui lui est arrivé cette nuit fatale. La police a-t-elle suffisamment enquêté sur les suspects possibles ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais l'absence d'explication suscite toutes sortes de spéculations. C'est regrettable parce qu'il aurait été possible de répondre à certaines questions si on avait procédé à des examens médico-légaux un peu plus poussés. D'après vous, qu'est-il arrivé à Josh ? C'était un accident et... En ce qui me concerne, j'avais énormément bu cette nuit-là. Et je pense que Josh aussi. Et qu'il a pris le mauvais chemin.
On glisse. Parce qu'on est sous. La mer est agitée, la marée est haute. C'est le genre de choses qui ne pardonnent pas. En fin de compte, je crois pas à un acte criminel. Je n'en sais rien, pour être très franc. Un coup de malchance paraît le plus probable compte tenu du contexte. Des jeunes très alcoolisés près de la mer, dans le noir, sans lumière. Mais je ne peux pas en être certain. Je n'ai aucun élément qui me permette de trancher. Ces 10 dernières années, j'ai fini par me faire à l'idée de ne pas savoir. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un crime. Je comprends pourquoi on peut y croire. Moi-même, je me suis posé la question. Mais depuis, j'ai longuement réfléchi et je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, je ne vois toujours pas comment il a pu descendre jusqu'à la mer depuis l'endroit où on a retrouvé son vélo. Ça restera toujours un mystère. Et pour certaines personnes, c'est très dur à admettre. Un corps rejeté sur des rochers par la mer, comment peut-il s'agir d'un accident? J'ai étudié les faits sans idée préconçue. Et c'est la seule conclusion à laquelle je sois parvenu. Ce n'était pas un accident. Et il s'avère que le suspect potentiel a menti à plusieurs reprises dans ses déclarations. Rien ne colle. Ça va? Ok? Parfait. On va pas tomber. Hein? Ash a changé. Tu étais très souvent en colère. Mais pas contre toi. Tu te réveillais en colère. Ça arrive encore. Ash est vraiment... C'est quelqu'un de bien. J'ai épousé un chouette type. Mais 10% de sa personnalité ont changé depuis cette histoire. Tu es plus à cran aujourd'hui que tu ne l'as jamais été. Si je vivais avec un imbécile, ce serait très dur. Mais comme tu étais un type bien au départ, on peut passer sur ces 10%. J'ai une marge de 10%? Oui. Aujourd'hui, excusez-moi, il y a 9 ans aujourd'hui, on apprenait que Josh avait disparu. Je dis souvent que c'est le jour où il est mort, même si je n'en sais rien. En tout cas, c'est le jour où on a appris la nouvelle terrible de sa disparition. J'allais sur sa tombe, mais j'ai du mal en ce moment. Je me sens coupable, parce que je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé 9 ans plus tard. Ouais. Je vais me faire tatouer. J'ai choisi un mot qu'il m'a écrit un jour alors que j'étais au bureau. Je vais me le faire tatouer sur l'avant-bras dans son écriture à lui. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est son mot sur un post-it.
L'écriture sera exactement la même? La même. Ok. Pratiquement. Parfait, oui. Oui. Quelqu'un sait. Ce n'était pas un accident. Je ne l'accepte pas. Non. Je crois que quelqu'un l'a tué accidentellement. Oh, c'est fini? Oui. Vous l'aurez sur vous pour toujours. Merci. Trop cool. Ça rend super bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Merci. Quel souvenir gardez-vous de Josh? Son humour. Il était hyper drôle. Vraiment. Il en inventait des belles. Il tirait les gens vers le haut. Tous les gens, quels qu'ils soient. Même s'il ne les aimait pas, il les rendait meilleurs d'une certaine façon. Ouais. Un mec bien. Même si je pense à lui tous les jours, ce n'est pas pour autant que je pense à ce qui s'est passé. Je crois que c'est peut-être une façon de surmonter les choses. Et il mérite qu'on parle de lui. Josh serait certainement ravi qu'on tourne un documentaire sur lui. C'était un garçon très positif. Et il y a une chose très importante que je tiens à dire. Cette nuit-là, on s'est beaucoup amusé. Josh s'était éclaté à la soirée. C'est une piètre consolation, mais je crois que si quelqu'un comme Josh avait pu choisir sa dernière nuit sur Terre, il aurait sûrement voulu la passer à faire la fête avec ses amis.